Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le débrief ludique du lundi soir à peu près, oui, vers 20h. Donc ça tombe bien, c'est lundi soir et c'est à peu près 20h. Donc ensemble, pendant à peu près une petite heure, on va parler des jeux de société auxquels j'ai joué. Donc cette émission est enregistrée en live sur Twitch. Donc on a déjà commencé un petit peu à discuter. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour justement échanger avec moi et avec les viewers en direct. Sinon, continuez à regarder sur YouTube, mais n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, en tout cas, si y a des jeux qui vous intéressent, si vous avez déjà joué, si ça vous donne des envies, etc. Le principe du débrief ludique, c'est tous les lundis à 20h, donc sur Twitch, on parle des jeux de société auxquels j'ai joué, on va sur MyLudo, on regarde un petit peu la fiche de tous les jeux, et je mets une note en fonction de mon ressenti, propre et personnel. Voilà, eh bien, on commence tout de suite avec le premier jeu. Ce premier jeu, c'est vraiment une toute petite bêtise. Mais vraiment, j'ai dit, il faut absolument que j'en parle parce que on a passé vraiment un bon moment. C'était très rigolo. Et ce premier jeu, eh bien, c'est 5 mm à vue de nez. Oui. Donc, très étonnamment, on a joué à 5 mm, donc à vue de nez, qui est sorti chez Yellow, déjà mi-janvier. Donc je dis que c'est vraiment une petite bêtise parce que c'est vraiment une bêtise en fait ce jeu. C'est tout simplement un jeu qui est un petit peu entre le Mikado et la courte paille, si on veut. C'est-à-dire qu'on va recevoir chacun une espèce de petite, tiges comme ça, de petites pailles comme ça, qui ont toutes des longueurs différentes. Donc tous les joueurs vont en avoir une. Et au centre de la table, on va en mettre une autre. Donc il va y avoir différentes tailles en fait de tiges ou trucs comme ça. Et nous, à ce moment-là, à notre tour de jeu, on va essayer d'enchérir. On va faire une enchère pour remporter cette fameuse tige qui est au centre de la table. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Tout simplement, c'est pour essayer d'avoir un escalier de tiges de différentes hauteurs. Et donc, pourquoi ça s'appelle 5 mm à vue de nez? Tout simplement parce qu'on va essayer de collectionner ces tiges différentes, de différentes hauteurs. Et cette différence qu'il doit y avoir entre toutes nos tiges qu'on doit collectionner, c'est 5 mm, tout simplement. Si on réussit à la fin de la partie à avoir différentes tiges avec toujours une espèce d'escalier qui fait exactement 5 mm de différence, on crée des escaliers et le nombre d'escaliers qu'on a réussi à faire, ça fait 10 points, un truc comme ça. Et donc on va parier sur, je parie 10, je mise 10 pour avoir 7 pailles, seulement les autres joueurs vont pouvoir faire également la même chose. Et donc en fait ce qu'on mise, ce sont nos points de victoire. Bon. Et le truc c'est que donc à vue de nez, c'est parce que tout simplement cette paille qui est au centre de la table, elle va rester au centre de la table. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir la prendre ou on va pas pouvoir approcher notre tige ou celle qu'on a déjà collectionnée avant à côté pour justement la mesurer. Donc il va falloir rester vraiment à une distance par rapport à celle qui est proposée de tige, à une distance autour de la table pour pas trop s'approcher. Donc à vue de nez, on va essayer de jauger et de juger par rapport à celle qu'on a précédemment, enfin celle qu'on a déjà, et celle qui est disponible au centre de la table. On va essayer de trouver la bonne savoir si c'est la bonne hauteur qu'il nous faut ou pas, afin de faire les bonnes enchères. Donc c'est très bête, comme je dis, et franchement on s'attendait pas du tout à ça. On s'est dit, bon allez, voyons, on le met, on va essayer, voir ce que ça donne, et on a fait la partie entière. Alors la partie entière, là, ils disent 20 minutes, ça peut être fait beaucoup plus rapidement. 2 à 5 joueurs, je pense qu'on était quand même beaucoup plus que 5 autour de la table. Ça a très bien marché. Au niveau des scoring, à la limite, on s'affiche un peu, mais il faut quand même le tenir, puisque justement... La mise que tu vas faire, le pari que tu vas faire, enfin c'est pas un pari, mais c'est la mise, l'enchère que tu vas faire, c'est tes nombres de points. Donc si tu mises 1, si tu remportes l'enchère, tu vas perdre 1 point, mais tu vas remporter cette petite tige. Voilà. Ultra fun, c'est très drôle, c'est très bête,
et ça marche plutôt pas mal. Donc c'est clairement, en fait, ouais, c'est clairement un jeu d'ambiance. C'est pas du tout un jeu d'adresse, mais c'est clairement un jeu d'ambiance. C'est pas un jeu d'adresse ni de dextérité du tout. Donc c'est un jeu qui est édité par Yellow et qui le distribue également. L'éditeur original c'est Iten, et c'est un jeu de Yoshihisa Itsubaki, et illustré, si on peut dire qu'il y a des illustrations, c'est Yoshiaki Tomioka. Voilà pour ce petit 5 mm, c'est vraiment une toute petite boîte toute fine, donc qui mélange un petit peu le jeu de courte paille et de Mikado, même si on ne les touche pas vraiment. Donc on a bien rigolé, c'était plutôt fun, on s'y attendait pas, mais ça a bien fonctionné. Tu dis ça a bien duré 20 minutes ? Ouais, j'ai pas l'impression que ça a duré 20 minutes la partie. Ah ouais ? Bon bah écoute, en tout cas, on a passé un très bon moment, c'était plutôt rigolo. Mais non, c'est sûr que ça pète pas de mine du tout, mais alors, vraiment. Mais c'était fun. Le prochain jeu, allez, hop, je vais me remettre ici. Ah, attends, j'ai pas vu les commentaires. Alors, Alors, celui-là, j'ai trouvé ça original et sympa, mais pas sûr d'y jouer beaucoup. Oui, alors, c'est sûr que tu vas pas en faire 10 000 parties, hein, mais bon, tu vois, on était tous, je pense que on a fait une après-midi jeu samedi, on était tous autour de la table, le temps que les gens arrivent, se disent bonjour, Exum, bon, le temps que, voilà, qu'on s'installe, quel jeu on va faire, ça est arrivé au milieu de la table, et on y a joué, et finalement, ça fait une très très bonne introduction à une soirée ou à une après-midi jeu de société. Mais c'était très rigolo. Allez, en suivant, c'est Lost Cities, le Roll and Write. Celui-ci, bah, vous voyez direct, c'est un 9. C'est un de mes jeux favoris. Je suis assez fan des Roll and Write, et celui-ci, vraiment, je pense que ça fait partie de mes préférés. Il est ultra rapide. Il est ultra simple, il est très nerveux, il y a cette espèce de course à, on va dire pas l'objectif, mais en tout cas à celui qui va arriver le plus haut possible. Je m'explique, c'est très simple. À mon tour de jeu, je vais lancer les 6 dés, il y a 3 dés de couleur et 3 dés de valeur. Je vais prendre une association de dés de valeur et de dés de couleur, et je vais le noter sur ma fiche ici. Admettons, je prends le 3 et le orange, et bien je vais mettre dans la première colonne en bas 3, sur la colonne, donc orange. Le but par la suite, ça va être donc de monter sur chaque colonne en fonction donc de chaque couleur. Par contre, si jamais je mets un 3 dans la colonne orange, et bien au-dessus, je ne pourrai pas mettre en dessous de 3. C'est-à-dire qu'il faudra que je mette au moins 3 ou plus, et tout en montant comme ça. Donc si je mets un 3 ici, je vais pouvoir mettre un 3, je pourrais mettre un 4, etc. etc. Mais si je mets un 3 ici, je pourrais pas jamais plus mettre un 2 ou un 1. Il y a plein de petites nuances, enfin des petites nuances, plein, pas beaucoup, mais il y a le 0 qui peut être soit mis ici, mais une seule fois pour permettre de multiplier les points par 2. Ou le 0 peut également être un 10. J'ai tout à fait le choix de refuser des dés, à ce moment-là je vais cocher ici, et à chaque fois que je vais cocher une amphore ici, je vais la cocher ici, qui va me faire plus en plus de points. Il y a également ces petites flèches ici. Dès que je mets une valeur sur une flèche, je peux très bien, du coup, de suite, reporter soit la même valeur au-dessus, soit commencer une nouvelle colonne ou mettre une valeur qui est précédemment inscrite. Si par exemple j'avais toujours mon 3 orange ici, et bien je pourrais remettre un 3 orange si jamais je fais une flèche. Donc vous voyez, il y en a un petit peu partout sur les différentes colonnes. À la fin de la partie, c'est dès que tous ces ponts ont été cochés, soit parce qu'on a réussi à passer ce petit pont, ou soit parce qu'un autre joueur l'a passé, donc du coup nous on le barre. Une fois que tous
celles-là ont été cochées, et bien c'est la fin de la partie, on va compter nos points tout simplement, on va regarder sur chaque colonne où est-ce qu'on s'est arrêté, la dernière valeur qu'on a inscrite sur notre feuille. Si par exemple je me suis arrêté ici, j'aurai 15 points. Et pareil pour les amphores et pareil pour les dés refusés. Alors la petite nuance c'est que pour les amphores, si j'arrive jusqu'en haut j'ai 100 points. Par contre si j'arrive jusqu'en haut avec les dés refusés, je n'aurai plus que 0. On va compter les points, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Eh bien ça marche extrêmement bien. Moi, c'est un de mes roll and ride favoris parce que il va vraiment en fait à l'essentiel. Il y a quelques petits combos à faire, mais c'est ultra simple. C'est vraiment, je lance les dés, je choisis 2 dés. Tous les autres joueurs vont devoir faire avec les dés restants. Donc tous les autres joueurs peuvent également marquer, mais sauf ceux que moi j'aurais sélectionnés. Donc vraiment, c'est un de mes favoris. Il a la note de 9 sur MyLudo. Donc c'est Yellow qui l'édite et le distribue en français, sinon c'est Cosmos pour l'éditeur original. C'est un jeu de Rainer Knizia, illustré par Bernd Wagenfeld. Voilà, un très bon Rainer Knizia Roll and Write. C'est Lost Cities, c'est déjà donc une espèce de licence Lost Cities. Et bien là, ils ont fait la version Roll and Write. Si vous aimez les Roll and Write très simples, nerveux et efficaces, je vous conseille vivement d'aller sur Lost Cities, le Roll and Write. C'est tout à fait du genre un petit peu beaucoup plus simple et immédiat que très futé ou toutes ces gammes-là. Voilà pour Lost Cities. Roll and Write. Ouais, je lui ai mis un 9 parce que vraiment, je l'adore. On a fait 2 parties d'ailleurs ce week-end-là, avec des personnes qui ne le connaissaient pas forcément. Donc moi, on m'a proposé de jouer à ça. J'ai dit, carrément, oui, je joue. Donc c'est vraiment un de mes jeux favoris, d'autant plus que c'est un Roll and Write que j'adore. Je vous le conseille vraiment vivement. Franchement, allez-y. Et pour le jeu suivant, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. C'est Pesca Cartas, Filet aux fiches, qui est donc a été édité par Matago. Je lui ai mis un 7. Alors ça, Pesca Cartas, c'est un jeu de pli et un jeu de deck building, c'est-à-dire qu'on va recevoir un certain nombre de cartes en début de partie, et à notre tour, on va jouer une carte dans le but de remporter le pli. C'est tout simplement, le premier joueur joue une carte d'une certaine couleur, tous les autres joueurs vont devoir suivre avec une carte en jouant une carte de la même couleur. Celui qui a mis la carte de plus forte valeur remporte le pli et le met devant lui. Ça, c'est le principe du jeu de pli. Jusque-là, c'est tout simple. Seulement dans ce jeu-là, on va ajouter à cette mécanique de jeu de pli du deck building, c'est-à-dire que à la fin de chaque manche, suivant le nombre de cartes qu'on aura remportées, on va devoir compléter sa main avec d'autres cartes qui sont au centre de la table. C'est-à-dire qu'on va aller piocher pour refaire sa main de cartes. Donc si à la première manche, on a je crois que c'est 9 cartes, si on n'a pas remporté de pli, c'est-à-dire qu'on a utilisé toutes nos cartes et tous les autres joueurs les ont prises, on n'a rapporté aucun pli, donc on n'a aucune carte pour la manche suivante, on va devoir aller piocher dans cette pile de cartes au centre de la table. C'est ce qu'on appelle la pioche océan, et donc on va aller pêcher dans l'océan des nouvelles cartes, et ces nouvelles cartes qui sont dans l'océan seront forcément toujours plus fortes que les cartes qu'on a eues de base, et plus on va piocher, plus on va aller profond dans l'océan, plus les cartes vont être fortes. Ça va introduire au fur et à mesure les cartes de atout, les vertes, qui sont forcément les cartes où on va couper pour remporter le pli. Et puis il va y avoir des petites cartes comme ça avec des pouvoirs, c'est-à-dire que si je joue un 0 par exemple, je ne remporterai pas le pli, mais avant que le joueur qui a remporté le pli prenne toutes les cartes, je vais pouvoir en récupérer une. Potentiellement, je peux récupérer une carte encore plus forte ou un atout, par exemple. Et donc, dans cette pile océan, il va y avoir des cartes de plus en plus fortes, de valeurs de plus en plus hautes. Par exemple, au début, les cartes sont de 1 à 9, je crois. Et au fur et à mesure, on va trouver le 11, 12, 13, 14, jusqu'à 18. Donc c'est vraiment du deck building, sauf qu'on ne va pas vraiment construire, puisque ça va être un petit peu
au hasard. Hein, en fait, c'est en fonction de la pioche. Mais la pioche, quand même, est faite de façon à ce que plus on va aller en profondeur dans ce paquet de cartes, plus les cartes vont être fortes et vont être meilleures. Donc voilà, ça va, vous voyez, il y a des différentes couleurs, il y a des cartes avec des petits pouvoirs, on va jouer tout simplement des cartes. Celui qui a remporté le pli remporte toutes les cartes. À la fin de la manche, donc quand on n'a plus de cartes, eh bien on va prendre les cartes qu'on a remportées dans notre filet, et on va les mélanger avec celles qu'on a précédemment dans notre bateau. On va en compter un certain nombre suivant la manche. Si on n'en a pas assez, on va les piocher dans la pioche océan. Voilà pour filet aux fiches, très très bon. C'est vraiment, les illustrations sont minimalistes, mais en fait on va vraiment droit au but. Hein. C'est une valeur, une couleur, très simple, direct pour un jeu de pli. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et donc ça, voilà, c'est une note de 7. C'est un jeu de Friedemann Friese, illustré par Maren Rasch. C'est Matago qui le distribue et qui l'édite en français. Et c'est 2F Spiel pour l'éditeur original. Voilà, si vous aimez les jeux de pli un petit peu original, eh bien celui-ci devrait vous convenir. Il se joue de 3 à 5 joueurs. Attention, ça se joue. Si ça se joue à 2, on y a joué à 2. Il doit y avoir une petite variante à 2, parce qu'il me semble qu'on y a joué à 2. Ou je me trompe, je ne sais plus. Donc à partir de 8 ans, et oui, c'est bien 40 minutes. Les parties sont relativement assez longues. C'est pas une critique, enfin en tout cas c'est pas une critique négative, puisque c'est vraiment au fur et à mesure qu'on va faire du deck building, donc on va améliorer son paquet de cartes pour jouer des plis, et bien ça prend un petit peu de temps. Donc les 40 minutes sont pas de trop, et franchement, ça les vaut. Moi, je trouve ça vraiment très très bon. Je suis assez friand déjà des roll and write, comme le jeu précédent, et les jeux de pli, nickel. Donc là, vous voyez, pour 12,90 €, vous avez un jeu de pli original, et qui vraiment, il vaut le coup. Voilà, vous n'hésitez toujours pas, comme d'habitude, à marquer dans les commentaires, soit sur Twitch, soit sur YouTube, si ce jeu vous le connaissez, si ça vous donne envie ou pas. Mais il me semble que c'est à 3, ouais, je sais plus. Alors peut-être qu'on n'avait pas joué à 2, ou alors on avait fait à 2 juste pour essayer. Mais voilà, il est très fun. Moi j'adore. Maki Master. Alors celui-ci, on n'en a pas... je pense qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Moi j'ai craqué un petit peu dessus. Maki Master, c'est un financement participatif. Il est disponible donc dans la version boutique et dans la version KS. Il est disponible sur le site de vente de Matago. Alors c'est pas Matago, c'est IPS, mais vous allez sur Matago, vous allez trouver le lien, en tout cas pour le site de vente, et vous pouvez le trouver. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le trouver sur Ludum, on peut aller regarder vite fait, mais... Ah bah s'il y est, voilà. Vous avez que la version retail. Sur la version de Matago, le site de Matago, vous avez la version KS, qui est un petit peu augmentée. Il y a plein de petits modules à ajouter, des sortes de mini-extensions. C'est plutôt pas mal. Maki Master, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement, on va bien faire des maquis. Pour le thème, on y est. Et ça marche plutôt pas mal, en fait, même thématiquement, je trouve que c'est plutôt bien fait, puisque à mon tour de jeu, c'est très simple. Je vais prendre parmi les tuiles qui sont ici, dans le garde-manger, je vais prendre une tuile, et toutes ces tuiles-là, ce sont des tuiles ingrédients. Et je vais les placer sur le centre de la table, le plateau commun à tous les joueurs, et je vais essayer donc de faire des recettes. Est-ce que je peux le montrer ? Parce que je l'ai là. Je vais vous montrer vite fait une carte de recettes. Ça sera peut-être plus visible parce que sur là, on ne les voit pas comme il faut. Alors, est-ce que je vais trouver une recette rapidement ? Je vais en prendre une, mais celle-ci, c'est une carte de niveau 5, puisqu'il y en a plusieurs, avec plusieurs niveaux, comme vous voyez, 2, 3, 4 et 5. Plus les cartes vont être avec une valeur forte, plus les recettes vont être plus compliquées à faire, mais forcément, elles vont remporter plus de points.
Je vous montrerai une recette après. Donc le but c'est, je prends à mon tour de jeu, première action obligatoire on va dire, c'est que je prends un ingrédient du garde-manger et je le place sur le plateau. Ma deuxième action à faire, soit eh bien, je sers une recette que j'ai réussi à réaliser, ou alors j'ai d'autres petites actions de prendre des cartes actions, de prendre du wasabi, etc. Mais le but principal c'est poser un ingrédient et réaliser une recette. Une recette, comment on réussit à la faire? Eh bien tout simplement, une recette comme ça, voyez, donc celle-ci, hop là, les crustacés à se damner. J'aimerais bien que ça fasse un petit peu la mise au point. Donc, ça va pas se faire. Vous voyez que sur cette carte-là, voilà, eh bien il va falloir que je récolte eh bien, tous les ingrédients qui sont indiqués sur la carte, hop là, ici. Donc il faut que sur le plateau de jeu, je pose un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Vous voyez, donc ce sont différents ingrédients à positionner sur le plateau commun. Donc si je pose un ingrédient, eh bien ça va peut-être me permettre de faire ma recette, mais mon adversaire va pouvoir également lui s'en servir. Alors les tuiles ingrédients vont rester sur le plateau, elles ne vont pas être défaussées. Donc si quelqu'un se sert de tes ingrédients pour faire une recette, c'est pas très grave, si ce n'est qu'il va marquer des points grâce à toi, mais elles ne vont pas être défaussées. Donc si j'ai sur le plateau de jeu, j'aimerais bien que ça reste sur la mise au point, comme ça c'est pénible. Si ça reste sur le plateau de jeu comme ceci, mais dans un alignement, c'est-à-dire il faut que ce soit aligné verticalement ou horizontalement. Le premier, il faut que ce soit un maquis. Le deuxième, c'est une huître. Le troisième, c'est un pétoncle. Le quatrième, je ne vois plus ce que c'est. Bref. Et le dernier, c'est du tempura. Donc, si sur mon plateau, qui est ici, mon plateau natte, là où je pose mes ingrédients, eh bien, j'ai toutes les tuiles qui sont toutes, hop, dans le bon sens, comme ça ou comme ça, j'ai le droit de réaliser ma recette et de la servir. Ça me rapportera, eh bien, tout simplement, comme indiqué sur la carte, 10 points de victoire. Et si j'arrive à le faire exactement dans cet ordre qui est indiqué, j'aurai en plus 3 wasabi. Donc les wasabi, c'est des points de victoire à la fin de la partie. Je peux très bien faire cette recette sans respecter l'ordre. Hein. C'est-à-dire que je peux mettre un alignement de ces 5 tuiles dans n'importe quel ordre. Ça me fera marquer tout de même les 10 points, mais je ne remporterai pas les 3 wasabi. Voilà. En sachant que ça, c'est une carte numéro 5. Donc il y a 5 ingrédients. Il y a des cartes de valeur numéro 2. Qui rapporteront bien moins de points, mais elles seront beaucoup plus simples à faire tout au long de la partie. Donc voilà, c'est un petit jeu de placement de tuiles, réalisation d'objectifs, tout simplement. Le thème est plutôt pas mal et je vous dis c'est plutôt assez thématique puisqu'on va poser des ingrédients sur cette espèce de natte pour imaginer par la suite rouler le maquis, le couper et le servir. Donc franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a ces petites cartes d'action comme ça qui vont permettre de modifier un petit peu cet agencement de tuiles d'ingrédients qui va permettre également de utiliser un wasabi pour remplacer par exemple un ingrédient qui nous manquerait. Enfin, il y a plein de petites actions qui vont permettre un petit peu de contourner la règle de base et de s'en sortir un petit peu. Ça va également un petit peu embêter nos adversaires. Ça va permettre donc de mettre cet ingrédient ici et celui-là ici, alors que peut-être que j'étais en train de faire ça et que quelqu'un change. Donc il va falloir refaire, etc. Donc voilà, c'est super mignon. À certains moments, ça manque un petit peu peut-être de lisibilité quant au niveau des couleurs qui sont sur chaque ingrédient. Vous voyez, par exemple, là, on a les ingrédients de base, donc c'est soit les nigiri, soit les makis. Et puis en plus, après, on a les ingrédients un petit peu différents. On a les légumes, les fruits de mer, on a les poissons, on a les ingrédients spéciaux, enfin, et ça c'est représenté par les couleurs, et des fois il y a des cartes qui nous disent qu'on peut échanger un ingrédient de même couleur, et c'est peut-être pas tout à fait, vous voyez, entre le beige, le rouge, le marron et le jaune,
Et le bleu, on le remarque bien, mais les autres, c'est peut-être pas tout à fait évident. Il y a des fois, on se penche un petit peu sur la table pour regarder, voir au niveau des ingrédients ce que ça donne, mais voilà. Il y a ce wasabi là également qui nous permet de les collecter à un certain moment. S'il n'y en a pas, ben dommage, tu peux pas les collecter. Un wasabi, c'est un point de victoire à la fin de la partie. Et en plus, donc dans la version KS, il y a 3 ou 4 modules supplémentaires. C'est vraiment tout simplement un tout petit paquet de cartes qui va rajouter soit des cartes actions, soit des... donc il y a le module... comment on appelle ça l'autre truc là, pas le wasabi, le truc jaune là, Anto. Ok, je sais plus. Donc il y a plein de petits modules qui vont permettre de renouveler le jeu. Et sur la première partie, on peut très bien jouer comme ça. Par la suite, franchement, vous pouvez aller sur les petits modules supplémentaires. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et aller sur le site pour voir un petit peu la version que vous préférez. Voilà, Mackie Master. Alors, j'avais mis ça parce que sur celle-là, il y avait la photo. Mais c'est bien celle-ci. Donc là, moi, je vais lui mettre hop, un 6,5. Voilà pour Mackie Master. Et salut Max, bienvenue, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je sens que ça va plaire à ma fille. Dès que c'est asiatique, un peu intéressant. Ok. Alors, c'est du... Qu'est-ce qu'ils disent sur le jeu? Un 4 joueurs, il y a un mode solo à partir de 8 ans. Donc oui, ça va. Et 8 ans, j'ai un petit doute quand même, parce que c'est pas si évident que ça de calculer le bon emplacement de l'ingrédient pour réaliser ta recette. C'est quand même assez stratégique. Hein. Alors 8+, bon, pourquoi pas. Donc c'est chez Matago, pour la version française, l'édition originale c'est KTBG. C'est un jeu de Adam Gretzbane et Joshua Capel, illustré par Claire Lynn. Alors c'est édité, c'est plutôt distribué en français par Matago. En tout cas, il est disponible sur leur site. Alors, je papillonne, tu vois, je pense que Hibashi, du coup, ça devrait plutôt également intéresser ta fille. Matago en ce moment, c'est Hibashi, il y avait Kyoto no Neko, il y avait Gang of Kyoto aussi, qui sont tout à fait dans la gamme des jeux un petit peu asiatiques et qui sont plutôt très fun. Hop, alors. Comet. C'est le jeu suivant dont je vais vous parler. Je dois vous avouer que sur ma première partie de Comet, j'avais été un petit peu embêté puisque j'avais pas spécialement trop accroché. Clairement, j'étais complètement passé à côté de ce jeu-là. Du coup, je pense que je n'avais pas dû mettre de notes lors de mon premier débrief ludique où je parlais de ce jeu-là, puisque j'avais été un petit peu embêté. Je sentais quand même que ce jeu avait quelque chose, mais je savais que j'étais passé à côté. C'est pour ça que je n'avais pas dû le noter. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ 45 à 75 minutes. Oui, c'est plutôt ça, je dirais même plus quand même, un peu plus que 45 minutes. C'est quand même pas si rapide que ça. Donc on y a joué. Alors Comet, on va incarner des espèces de sauveteurs qui allons tenter de sauver des animaux préhistoriques en tout genre d'une comète donc qui arrive sur la planète. Eh bien, on va les sauver tout simplement en les mettant dans une grotte. Voilà. Thématiquement, ça passe au-dessus, mais alors, il faut savoir que les illustrations, c'est dommage que je l'ai pas là. Où c'est que pour toi je l'ai pas sorti? J'aurais voulu vous montrer des illustrations, mais en tout cas, si vous avez vu mes stories sur Instagram, les illustrations sont complètement barrées. C'est vraiment un truc à l'âge de glace, hein, le dessin animé. C'est vraiment dans cet univers-là complètement délirant, complètement barré. On voit des espèces de petites souris qui chevauchent des dinosaures. C'est vraiment... C'est super drôle, c'est très drôle, mais et en même temps, ça reste très très joliment illustré. Donc ça nous arrive par Atalia et Our, et c'est un jeu de Peter Prince et illustré par Hendrik Noack.
Comment ça va se dérouler? Tout simplement, c'est un jeu de cartes. Ces cartes-là ont deux possibilités. Soit on va les garder pour l'animal en lui-même, c'est-à-dire qu'on va le faire éclore sur le plateau et de ce plateau, on va le diriger vers cette grotte-là. Et ces cartes-là également vont permettre de faire des déplacements. Donc, c'est-à-dire que soit la carte, je la joue pour l'animal, c'est-à-dire que je vais le matérialiser avec un jeton sur le plateau. Ce jeton-là, je vais devoir le faire avancer du bas du plateau vers le haut du plateau. Le haut du plateau, c'est là où il y a la grotte. Et c'est comment je fais pour le faire avancer? Eh bien, je vais devoir défausser le même type de carte, c'est-à-dire que je vais devoir défausser soit... je vais devoir défausser des cartes avec les petites icônes de terrain. C'est dommage que j'ai pas de cartes à vous montrer là. Donc qui ont des différents styles de terrain, soit de forêt, soit de prairie, soit de désert, etc., etc. Donc je défausse une carte avec les icônes de terrain et je fais avancer le jeton de cet animal sur le territoire au fur et à mesure pour qu'il arrive en haut, tout simplement, dans la grotte. Quand une fois que mon animal est arrivé dans la grotte, et tout simplement, je vais prendre la carte et je vais le mettre dans ma partie, là où l'œuf il est éclos, et à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser le pouvoir de cet animal. C'est pour ça que je ne choisis pas l'animal, en fait, au hasard. Donc, plein de petits pouvoirs qui vont me permettre de m'en sortir de mieux en mieux, suivant les pouvoirs que j'aurais pris, et les animaux que j'aurais pris également. Donc, je disais que ma première partie, j'avais été un petit peu mitigé. Et finalement, la deuxième partie qu'on a faite, j'ai trouvé ça un petit peu plus fun. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Je me suis bien amusé. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mes stories que le jeu reste carrément. Il reste dans ma ludothèque. Voilà, donc ça c'était pour Comet. Le jeu suivant, c'est Genpei. Alors, celui-ci, c'est déjà, vous voyez la boîte de jeu, magnifique. Et c'est un jeu qui est en fait ultra simple. Pour la thématique, donc on le voit, l'empereur est mort et le trône attend son nouvel hôte. Donc on va jouer tout simplement à notre tour des cartes. Une fois qu'on joue une carte, comme information sur la carte, il y en a une seule, c'est sa couleur. Après, il y a toute l'illustration et tout le personnage et tout, mais principalement, c'est sa couleur. Quand je joue une carte, je vais déplacer un jeton sur le plateau principal. Par exemple, si je joue une carte rouge, je vais déplacer ce jeton-là, soit ici, et je réalise l'action. C'est tout. Les actions, c'est tout simplement recruter d'autres cartes, donc recruter d'autres cartes que je vais pouvoir jouer par la suite. Donc vous voyez, ce sont ces cartes-là, avec des cartes soit qui représentent donc le personnage, mais qui représentent la couleur, donc le clan, avec la petite icône donc qui permet de visualiser si jamais on ne voit pas bien les couleurs. Mais il y a tout simplement les kitsune, les tanuki, il y a des espèces de dragons, donc j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle. Et le quatrième, je ne me souviens plus, bon bref. Je joue une carte avec la bonne couleur, je déplace le jeton, je fais l'action. Et tout simplement, dans quel but? C'est d'avoir des petits jetons, ici, là. C'est des petits jetons par une action du plateau. C'est de mettre des jetons face cachée pour tenter d'avoir des majorités. À la fin de la partie, on va compter le nombre de cartes que tous les joueurs ont de chaque couleur. Tout simplement, on va compter le nombre de cartes rouges, le nombre de cartes turquoises, noires ou bleues et le nombre de cartes jaunes. Celui qui est majoritaire va pouvoir espérer marquer des points. Et tout ça, je dis espérer parce que ça va être en fonction des jetons qu'on aura mis ici. Ces jetons nous indiqueront tout simplement soit un nombre de points, soit le nombre de points qui va être incrémenté par rapport au nombre de cartes, des multiplicateurs, etc., etc. Donc le jeu en fait est ultra simple. À mon tour, je joue une carte de ma main en sachant que je n'ai que 2 cartes en main. Évidemment,
je vais repiocher une carte à la fin de mon tour, de mon deck en fait. Mais on pourrait presque dire que c'est un petit deck building, c'est-à-dire que j'ai 2 cartes, je vais en jouer une, je vais faire l'action, une fois que j'ai fini, eh bien je vais repiocher une carte pour avoir 2 cartes, et à mon prochain tour j'aurai 2 cartes. Voilà. Je vais pouvoir donc évidemment recruter des nouvelles cartes, qui sont ces cartes-là qui sont dans le marché. Je vais pouvoir faire l'action de pagode, c'est-à-dire toutes ces actions ici, qui vont me permettre de prendre 2 pièces, ou de bouger un jeton, ou de récupérer un jeton qui sont ici, parce qu'au début on ne les a pas tous, nos propres jetons pour avoir les points de victoire à la fin. Il y a une espèce de piste de majorité également ici pour accéder au temple de l'empereur, qui va déterminer des points supplémentaires et départager les égalités. Ça va nous permettre d'assassiner également des cartes qui sont dans le marché, c'est-à-dire que je l'assassine, donc il sort du jeu, mais ça me permet de faire son action également. Donc il y a pas mal de combos en fait, parce que dès que je reçois une carte ou dès que je assassine une carte, je vais pouvoir faire son action, qui va me permettre de réaliser une autre action qui potentiellement, etc., etc. Donc malgré, vous voyez, quand même un plateau de jeu assez chargé, c'est relativement assez lisible quand même. Franchement, on se perd pas trop. Le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé quand même avoir un récap, soit sur une carte, soit quelque part, une aide de jeu en fonction de prennent toutes les icônes. Il n'y en a pas 10 000, mais enfin, j'aurais bien aimé avoir une aide de jeu qui me dit que ça, là, ça nous permet de faire ça. Ça nous permet de faire telle action, ça nous permet de faire telle action, etc. etc. Il n'y a pas 36 000 actions, mais j'aurais bien aimé, parce que sur les premiers tours, tu dis ça, c'est quoi déjà ça? Parce que sur chaque emplacement, en fait, il y a une action qui n'est disponible qu'à ce niveau. Donc là, par exemple, il y a cette action-là. Sur ce niveau-là, il n'y a que ici où on va pouvoir récupérer 3 pièces ou faire cette action de soutien, c'est-à-dire jouer sa deuxième carte. Ici, il y a cette action-là, elle n'y est qu'ici, qui nous permet de piocher la première carte de la pioche et faire l'action, tout simplement, sans la garder dans notre main. Ici, ça nous permet de faire, je sais plus ce que c'est, vous voyez. Et ici, il y a une autre action qui n'est disponible que là, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, malgré un plateau, tout est magnifique, tout est beau, c'est assez visuel, c'est clair. Il n'y a pas de questions à se poser sur les différents types et les lieux. Mais j'aurais aimé avoir une petite aide de jeu qui nous dit, cette icône-là, ça fait ça. Voilà, mais ça reste relativement, c'est de toute façon très clairement un jeu superbe. Vous voyez les illustrations, donc c'est des animaux anthropomorphes, donc chaque clan a une seule et unique illustration, mais les cartes sont magnifiques, le plateau de jeu est superbe et la boîte est vraiment trop belle. Ce type de boîte comme ça peut très bien être exposé en façade derrière moi sans aucun problème. Donc il est sorti la semaine dernière aux alentours de 30 €. C'est un jeu qui est édité en français par Bad Boom Game, et sinon c'est Invaders. C'est un jeu de Bernat Buxos et illustré par Voyager Illustration. C'est distribué en français par Neoludis. Voilà pour Genpei. J'aurai très probablement l'occasion de vous en reparler et de vous en faire une review très prochainement. Alors je vois là qu'il a une moyenne de 5,9, c'est pas beaucoup. Eh bien moi je vais lui faire remonter avec lui mettre un 6,5. J'ai passé un très bon moment. Alors attention avec qui vous jouez, parce que y a des joueurs qui vont extrêmement calculer chaque carte qu'ils vont jouer, chaque action qu'ils vont faire, etc., etc. Ça peut être des fois un petit peu prise de tête. Moi j'ai joué franchement, allez, je joue cette carte là, cette couleur, je fais cette action, j'essaie pas trop de réfléchir 10 ans pour jouer à ce jeu là. Donc c'est très simple, le but du jeu c'est d'avoir la majorité, mais à ton tour de jeu tu joues une carte et tu fais l'action du lieu de la couleur de la carte. C'est plutôt relativement très très simple. Et il est vraiment superbe. Ah ben salut Guillaume, tiens tu vois, un culte savant, quand on parle du loup, effectivement, c'est je vois pas de quoi il parle là. Effectivement Guillaume, donc un culte savant avec qui j'ai joué ce week-end à Genpei, où je le voyais, il était juste à côté de moi, donc c'était le joueur qui jouait juste avant moi, donc moi
je réfléchissais pas, à mon tour, je jouais tout simplement une carte. Et lui, alors il était là, il calculait, alors si je joue cette carte-là, je vais faire cette action qui va me permettre de faire ci, parce qu'il y a beaucoup de combos à faire dans GenPay en fait. Et voilà, moi, je calculais pas aussi longtemps à l'avance. Mais c'est ce qui est bien dans ce type de jeu, c'est que ça va vraiment s'adapter à tous les joueurs en fait. C'est que tu peux jouer à la YOLO, je joue une carte et je fais l'action et puis voilà, advienne que pourra. Ou tu peux vraiment jouer en réfléchissant et calculant vraiment précisément eh bien, quelle action tu vas faire avec cette carte-là, etc. etc. Donc, alors je remonte un petit peu. Alors, Guillaume, écoute, on n'a pas parlé de Navoria parce que je n'ai pas joué à Navoria ce week-end, donc du coup, ben, j'en parle pas. Mais n'hésite pas à nous dire ton avis sur Navoria, savoir si on a le même ou pas. Moi, Navoria, je suis un petit peu passé à côté, ça m'a pas transcendé, c'est pas mauvais, j'ai plutôt passé un bon moment, mais comme je disais, je me suis un petit peu ennuyé, clairement, sur Navoria. Bon, voilà, à y rejouer. Donc voilà, effectivement, non, je n'y ai pas joué, voilà. Genpei, tu nous dis, Max, il est aussi bon qu'Obo. Ah, donc tu le connais, tu y as joué, donc tu peux dire que tu l'as trouvé très bien. J'ai aimé notre partie, mais j'avoue que je reste perplexe sur ce jeu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est parce que c'est quand même relativement assez simpliste comme jeu. Il n'y a pas réellement de stratégie sur le long terme. Et en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai joué. Je me suis pas... c'est pas un jeu expert ou initié, c'est vraiment un jeu relativement assez familial. Même s'ils disent du 14+ sur My Ludo, ça reste quand même relativement assez simple. Hein. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'élaboration de stratégie en fait. Hein. C'est vraiment au moment où c'est ton tour de jouer, tu joues et puis tu vois bien ce que ça fait. En tout cas, moi je l'ai joué comme ça. Euh, il faut avoir mis un jeton qui permet de compter nos cartes. Oui, effectivement, si tu mets pas ces jetons pour valider en fait tes cartes que tu as collectionnées, tu vas pas marquer de points. Mais bon, c'est une action quand même qui est relativement assez simple à faire, mais il faut le faire. Effectivement, sinon, si tu multiplies ton nombre de cartes par 0, ben, ça fera toujours 0 points. Donc, c'est un jeu magnifique, mais ça reste très quelconque, tu nous dis, un culte savant. Ok. Alors, très quelconque, j'irai peut-être pas jusque-là, mais voilà, c'est pas un jeu très stratégique. Tu t'adaptes en fait quand c'est à ton tour de jeu, ben, tu t'adaptes en fonction de ce que tu as comme carte et ce qu'il y a de possible comme action à faire. Alors, Genpei, tu nous dis, Guillaume, je préfère parce que le jeu de Majo, c'est ma cam, mais en toute honnêteté, on nous donne l'illusion de faire des combos alors que finalement, on manipule beaucoup de choses pour espérer faire l'action qu'on espérait. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a pas mal de combos, ouais, mais c'est des combos qui font un petit peu peut-être tourner en rond, si ça, c'est ça peut-être ce que tu veux dire. Après, le prix, c'est très honnête. Ouais, les alentours de 30€, ça reste tout à fait convenable pour tout le matériel, toutes les cartes, les pièces, les jetons, etc. Voilà. Donc je demandais s'il était aussi... Ah, donc Max, tu te demandes... C'était une question de savoir s'il était aussi beau que bon. Ah, et alors Guillaume, tu disais Navoria pour le quelconque. D'accord, ok. Je demandais donc s'il était aussi bon que beau pour Genpei. Max, tu demandes ça, c'était effectivement une question, tu as oublié le point d'interrogation. Alors il est très beau, mais il n'est pas aussi bon que beau quand même. Hein. Moi j'ai passé un très bon moment, j'ai hâte de l'avoir dans mon ludothèque et j'ai hâte d'y rejouer parce que franchement j'ai passé un très bon moment. Mais je sais que avec des jeux de livres, Anto, on y jouera un petit peu comme je disais, c'est-à-dire on va pas faire de plans sur la comète à notre tour de jeu. Et puis à deux, je pense que c'est pas le même, c'est pas le même truc parce que quand tu joues à 4, on a joué à 4 et quand ça revient à toi, eh bien les jetons en fait ils ont déjà été déplacés, donc tu ne peux pas vraiment anticiper. À 2, tu as peut-être probablement beaucoup plus de contrôle. Donc voilà, voilà. Mais il est beau, mais c'est pas non plus il est pas aussi bon que beau. Mais c'est très bon quand même. Voilà. Mais il est très beau.
Ah oui, il y a clairement une envie d'y rejouer. Moi, ce jeu-là, normalement, c'est prévu que je l'ai à Cannes, puisque la semaine prochaine, demain, on part à Cannes. Et c'est prévu que cette semaine, je récupère une boîte de Jinpei. Donc, clairement, oui, j'ai très, très envie de rejouer à Jinpei. J'ai passé un bon moment. Je me suis beaucoup amusé. L'univers est superbe. Les illustrations sont magnifiques. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr que j'ai très, très envie d'y retourner. Sans aucun souci. Et je vois que, Anto, tu m'as sorti ce jeu-là. Et c'est vrai qu'on a joué à Spectacular. Du coup, je vais me mettre sur la page de Spectacular. Parce que j'ai oublié. Évidemment, ce week-end, on a pas mal joué. Et je n'ai fait pratiquement 0 photo. Comme d'habitude. Spectacular, donc on a joué à Spectacular, on a joué à 4 joueurs, c'est ce jeu où on va construire avec des tuiles et des dés un parc animalier pour préserver des espèces d'animaux menacés. Ça va se dérouler sous une forme de draft, c'est-à-dire qu'on a une espèce de tuile de draft centrale, comme on peut voir ici, là, où on va déposer des dés et des tuiles. À mon tour de jeu, je vais prendre soit une tuile, soit un dé qui est disponible sur cette tuile-là pour la positionner dans cette espèce de réserve d'attente, en tout cas. Et je vais prendre une tuile ou un dé de ma réserve personnelle. Une fois que j'ai fait un choix ici et un choix ici, je vais les mettre sur mon plateau pour essayer de faire des zones de couleurs et de mettre des dés sur les bonnes tuiles, etc. Une fois que j'ai fait ça, cette tuile-là, eh bien, hop, elle draft, donc elle va à mon voisin de gauche. Je récupère forcément ce plateau-là de mon voisin de droite. Et on recommence. Il va y avoir 2 scorings sur ce jeu-là. Le premier, ça va être le scoring intermédiaire. Une fois que ça c'est vide, donc au bout de 8 tours, on va faire une visite en fait de notre parc animalier. C'est-à-dire qu'on va partir de l'entrée avec le ticket et on va regarder, on va additionner la valeur de tous les dés qui sont adjacents, en tout cas à notre tuile de notre ticket d'entrée. Là, en l'occurrence, c'est 0 point puisqu'il n'y a pas de tuile adjacente à cet hexagone-là. Il aurait fallu ici qu'il y ait un 6 vert, par exemple, et j'aurais compté donc le 6, plus le 5, plus le 3, plus le 2 ici. Si, admettons, ici, il y aurait eu un 1 ou un 2, j'aurais compté le 1 ou le 2, plus le 4 ici. Ça, c'est le premier scoring. Je pars de mon entrée, de mon ticket, et j'additionne tous les dés qui sont adjacents à ce ticket d'entrée. À la fin de la partie, il va y avoir un scoring, et ce scoring est différent. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, je vais compter la plus grande zone de même couleur, donc soit de forêt, soit de désert, soit de montagne, ou soit d'eau, et je vais compter les valeurs, tout simplement, de dés. Voilà, ni plus ni moins. Mais là, on n'est plus sur une espèce de parcours de dés. Là, il faut vraiment que ce soit des zones de couleurs. Avec des dés qui soient validés dessus, évidemment. Il y a certaines tuiles qui sont comme celle-ci où il n'y a pas de valeur indiquée. Donc, on va pouvoir mettre sur cette tuile-là forcément un dé bleu, mais un 3, un 4 ou un 5. Il y a les tuiles 6 qui sont ici, c'est uniquement la tuile de départ. Il y a uniquement la tuile de départ avec un 6. Et les tuiles 1 ou 2, comme ici, qui sont les zones on va dire, de naissance. Ça va être une tuile avec un cœur, où obligatoirement, pour marquer une zone, la plus grande zone avec de couleur, il faut qu'il y ait au moins une tuile avec un cœur, une tuile de naissance avec un 1 ou un 2. Et je vais multiplier le nombre de tuiles cœur par le nombre de tuiles de la même zone, hors les cœurs. Ça va me faire des points de victoire. À chaque fois que je vais faire comment ça s'appelle, un observatoire, je vais multiplier tout, je vais faire un scoring supplémentaire, c'est-à-dire que je vais réadditionner tous les dés qui sont adjacents à cet observatoire. Comment on fait un observatoire? Certaines tuiles, on le voit ici, et ici, certaines tuiles ont des tiers de cercle, comme on le voit ici. Donc 2 couleurs, il y a 3 couleurs, il y a le blanc, le jaune et le noir. Si par exemple ici j'arrive à mettre une tuile, par exemple celle-ci là, j'arrive à fermer mon cercle beige, je pourrais mettre un observatoire beige. Et à partir de là, et uniquement à partir de là, je pourrais maintenant mettre sur ces tuiles des dés de valeur 6. Sinon c'est 3, 4 ou 5.
ou 1 ou 2 si c'est des tuiles de naissance. Par exemple, là, je trouve bizarre que ce joueur ait mis un 2 sur cette tuile-là, puisque les 1 et les 2, normalement, c'est uniquement pour les tuiles avec les cœurs. Alors, à moins qu'on soit passé à côté d'une info, qu'on puisse mettre un 2 sur une tuile classique. Mais Tu dis ça? Tu dis oui? Ah, moi j'aurais dit que c'était soit un 1, soit un 2. Donc bon, en tout cas, nous on s'est mis une règle supplémentaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de mettre des tuiles 1 ou 2, des 1 ou 2 sur des tuiles classiques. On ne pouvait mettre que 3, 4, 5 et un 6 si c'était sur un observatoire. Bref. Donc le deuxième scoring, on va scorer la plus grande zone de la même couleur. On va compter le nombre de dés. On va le multiplier par la valeur des dés, on va le multiplier par le nombre de cœurs. Si par exemple là j'avais eu un 6 et un 2 et que j'avais une autre tuile avec un cœur, donc j'aurais 8 plus la tuile avec le cœur, donc admettons 2, j'aurais 10 points. Multiplié par 1 puisque j'aurai que un cœur. Voilà. C'est très simple en fait. Alors peut-être comme ça vous n'avez peut-être pas suivi, mais en fait c'est relativement simple. Je prends une tuile du plateau de draft et une tuile ou un dé de ma réserve personnelle. Je les mets en attente ici. Une fois que tout le monde a fait ça, je le place sur mon plateau perso. Je vais positionner forcément les dés jaunes sur les tuiles jaunes, les dés bleus sur les dés bleus, sur les tuiles jaunes. Ah, je m'embrouille. Bref, vous avez compris, les couleurs avec les couleurs, les valeurs sur les bonnes valeurs. Premier scoring, je pars de mon entrée, je score les dés adjacents. Deuxième scoring de la fin de la partie, je prends mes zones de couleurs les plus grandes, j'additionne tous les dés, je les multiplie par les cœurs. Et celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Il y a une petite nuance également avec les variétés d'animaux sur ces tuiles-là. Donc forcément, ce sont des tuiles avec des animaux. Plus on va avoir d'animaux différents, plus on va avoir de points. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 à 30 minutes, peut-être un petit peu plus quand même, mais c'est relativement assez rapide. En tout cas, pour Spectacular, je lui ai déjà mis une note de 7. Moi, c'est un jeu que j'aime plutôt bien. J'en ai fait une review sur Instagram, n'hésitez pas à aller vérifier. C'est un jeu donc édité par Chili Fox Game, c'est Matago qui le distribue en français. C'est un jeu de Asmund Svensson et Eilis Svensson et illustré par Germund Bone. Voilà pour Spectacular. Et je me rends compte que j'ai gardé le plus compliqué, le jeu le plus gros pour la fin. Je regarde un petit peu juste avant vos commentaires. Et salut Chodarico, bonsoir, bienvenue. Merci de parler pour la première fois. Installe-toi correctement. On est en train de faire le débrief ludique, c'est-à-dire qu'on parle des jeux de société auxquels j'ai joué. Donc on échange, on discute. Là, on vient de parler de Spectacular et j'avais déjà mis ma note de 7 sur MyLudo. Donc pareil, il ne faut pas hésiter à marquer, à commenter si jamais tu connais le jeu, si jamais tu as déjà joué, s'il t'a plu, s'il t'a pas plu, s'il te donne envie ou pas. Et bienvenue en tout cas. Alors, je remonte un petit peu parce que du coup, j'ai loupé certainement quelques petits trucs. Alors, pour Genpei, effectivement, Guillaume il disait qu'il y a une version Deluxe. Avec les petites figurines et les jetons métal, etc., etc. Alors, les thèmes nature, je commence à saturer, faudrait passer à autre chose, messieurs, dames, les auteurs-éditeurs, ouais. Ouais, mais enfin bon, après, tu sais, moi, un jeu, le thème, c'est ce qui va attirer en premier. Après, on passe vite, une fois la partie commencée, franchement, on passe plus sur une mécanique de jeu. Le thème... on l'oublie un petit peu, c'est vraiment en tout cas l'univers qui va nous transporter un petit peu plus ou moins le long de la partie, mais bon, moi le thème nature, ça en tout cas moi de mon côté, ça me gêne pas, ça me gêne pas du tout. Alors, on a l'impression qu'il nous fait un cours de compta. Ah ouais, c'est aussi chiant que ça. Merci. Alors additionnez ça, multipliez ceci tout en ajoutant les tuiles X en soustrayant si... c'est la... Non mais... Ouais, mais en fait c'est ultra simple. Bref. Si tu vois, je l'ai dit, hein, tu vois, c'est très simple. En fait, c'est très... Même lui, il s'est perdu. Oui, mais parce que j'essaye de parler vite parce que j'avais oublié de planifier, de mettre celui-ci. Donc, voilà. Du coup, tu en parleras le moins.
Du prochain jeu, du dernier prochain jeu, ouais, il est possible que j'en parle un peu le moins, parce que je vais pas rentrer trop dans les détails. Et donc, jeu papillon qui nous dit ce sont les jeux avec les thèmes dans l'espace qui t'épuisent, ouais. Très peu de jeux dans le thème de l'espace, hein, en ce moment, d'ailleurs, ouais. C'est vrai que c'est très nature, très bouffe aussi, hein. Avec Mackie Master, on a pas mal de bouffe aussi, avec du coup Hibachi, hein, clairement c'est de la bouffe. Alors on va passer tout de suite avec le dernier jeu, hein, que je voulais vous présenter. On a commencé la partie hier soir, on l'a fini aujourd'hui. C'est Inventeur du Tigre du Sud. Donc voilà, on a fait notre partie d'Inventeur du Tigre du Sud. C'est le 3e et dernier volet de la trilogie du Tigre du Sud. Vous savez, c'est cette gamme de jeux chez Garfield Game. Et c'est donc Pixie qui l'édite en français. C'est un jeu de S.J. McDonald et Shem Phillips, illustré par Mirailo Dimitrescu. Voilà, donc on a eu les pillards de la mer du Nord, on a eu les architectes du royaume de l'Ouest. Maintenant, c'est donc les Tigres du Sud. Donc c'est la 3e trilogie, puisque ce sont toujours 3 jeux dans cette gamme-là. Donc on a eu Explorateur. Non. Le premier, je ne sais plus. Je n'y ai pas joué. Je crois qu'on l'a en plus, hein, mais je n'y ai pas joué. Bref, on a le deuxième, c'est Érudit. Je regarde là parce que je l'ai là. Érudit du Tigre du Sud. Et le troisième, c'est Inventeur du Tigre du Sud. Voilà, donc 3e jeu de la trilogie des Tigres du Sud. Gros jeu, donc, alors 4 joueurs à partir de 12 ans. Alors sur MyLudo, ils disent à partir de 12 ans. Clairement, c'est pas du 12 ans, c'est sur la boîte, c'est vraiment du 14 ans et plus. Pour des parties d'environ 90 à 120 minutes, 90 minutes peut-être en mode solo, mais à 2 joueurs en tout cas, on a bien fait 2 heures, hein, ouais, facile. C'était une première partie en tout cas, donc c'est pour ça, à 2 jours on a fait 2 heures, mais pour une première partie. Les règles sont assez conséquentes. Il y a facile, une bonne 3/4 d'heure de lecture de règles et d'explications et alors si tu fais ça, etc. Donc bon, tout simplement les règles du jeu. La boîte est assez lourde. Passer cette étape des règles du jeu, comme dans tous les gros jeux, on va dire initiés, experts, passer cette étape de la lecture et de la compréhension des mécaniques, le jeu reste quand même relativement assez, peut-être pas fluide, c'est peut-être pas le mot, faut pas exagérer, mais enfin ça coule, tu vois, ça coule comme le Tigre du Sud en fait. C'est-à-dire que tout reste relativement assez logique, c'est-à-dire que dans Inventeur du Tigre du Sud, eh bien on va inventer des objets. Pour inventer des objets, on va utiliser des cartes objets, et comme dans toute cette trilogie, on va utiliser des dés de couleur et la valeur des dés. Donc la couleur et la valeur d'un dé va être très importante pour réaliser tout simplement mes actions. Grossièrement, mes actions, c'est inventer un objet. Ça va être également donc de le fabriquer. Ça va être également de le tester. Et ça va être également l'action de éditer. Donc il y a plusieurs étapes qui doivent être faites dans l'ordre, sauf l'action de tester qui peut être fait après qu'il soit fabriqué ou même après qu'il soit édité. Donc ça, on peut tester toujours un objet à tout moment. C'est ce qui va nous permettre en fait tout simplement toutes ces actions-là, d'inventer, fabriquer, éditer et tester, ça va nous permettre toutes ces actions de marquer des points. Et donc je passe les détails, mais on va avoir peut-être vous le montrer. Donc ça, c'est le plateau perso. On retrouve les 3 minéraux, les 3 couleurs pour les influences qui vont nous permettre de marquer des points. On a des inventeurs en fait c'est des meeples qu'on va pouvoir placer pour
faire des actions. On a toute une piste qui évolue ici. Là, on a donc le fameux Tigre du Sud où on va pouvoir faire circuler notre bateau pour découvrir des technologies. En tout cas, c'est des ateliers qu'on va mettre ici sur notre plateau perso. Et c'est ici sur notre plateau perso qu'on va pouvoir bien jouer nos dés qui sont positionnés ici. Donc, il y a plusieurs étapes pour pouvoir jouer un dé. Et on a également cette tour, cette espèce de tour de Babel. C'est certainement pas ça, mais voilà. Où on a tous nos artisans qu'on va devoir payer et qu'on va devoir activer leur capacité. Et on a cette partie-là, les ateliers. Donc on va positionner donc, des dés qui doivent être forcément disponibles. On va les mettre ici. Suivant la valeur, suivant la couleur, on va pouvoir faire plus ou moins d'ateliers avec plus ou moins de force. Et c'est également, on a une piste là-haut, on retrouve ici. C'est la piste de dromadaire où c'est ce qui va nous permettre en fait de jouer avec toute cette... hop là, je suis passé où elle est là. Je sais pas, on voit bien normalement ma souris. Hein. Donc là, toutes ces tuiles là, ce sont des tuiles invention. Donc là, c'est ce qu'il y a de disponible. Pour l'instant, on va positionner une carte pour inventer un objet. Par la suite, on va pouvoir placer la carte qui est positionnée plus la tuile qui est ici. On va la pouvoir basculer d'un cran pour... Enfin, ça veut dire qu'on l'aura fabriqué. Une fois qu'on l'aura fabriqué, on va la circuler ici, c'est-à-dire d'un cran de plus pour l'éditer. À partir du moment où elle est éditée, la seule action qu'on pourra faire supplémentaire, c'est de la tester pour positionner un dé et gagner des points. Il y a plein de choses. Ça va un petit peu dans tous les sens, mais c'est tout à fait le type de jeu, finalement, je me rends compte que j'aime beaucoup, de plus en plus, parce que il n'y a pas réellement de place au hasard, si ce n'est qu'effectivement, il y a du lancer de dés. Ça reste quand même relativement assez contrôlable. On va pouvoir contrôler la valeur des dés, donc le hasard, oui, il y en a un petit peu, c'est ce qui ajoute quand même un minimum de fun dans un jeu, hein. Sinon si c'est tout planifié, on va peut-être un petit peu s'ennuyer, on va devoir s'adapter en fonction de notre lancer de dés, mais on va pouvoir le contrôler, donc voilà. Donc il y a beaucoup d'emplacements, il y a beaucoup d'actions différentes à réaliser. Donc il y a ces emplacements ici, il y a des 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 emplacements sur notre plateau perso. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de trucs différents. Il y a toute cette piste-là qui est notre piste de royalties en fonction des inventions qu'on fait. Et ce qui est marrant aussi, c'est que quand je vais passer, c'est-à-dire que j'aurai plus de dés, j'aurai plus de meeple, à utiliser, je vais pouvoir encore continuer à jouer. C'est-à-dire que si mon adversaire, lui, il a encore plein de trucs à faire avec ses dés et ses meeples, moi, il y a plein de petites actions que je vais pouvoir continuer à faire. Alors, il se trouve que nous, on n'a pas pu faire ça, puisque, à deux en tout cas, toutes nos actions, elles se ressemblaient pas, mais c'est-à-dire que dès que le premier joueur passait, le joueur suivant, il passait aussi, puisque on avait plus ou moins utilisé tous nos trucs en même temps. Donc je pense que cette piste-là, où pendant que les joueurs continuent à jouer, même toi, si tu n'as plus d'action, on va dire, principale à faire, tu as des actions gratuites que tu peux continuer à faire. Donc à deux joueurs, on n'a pas eu l'occasion de le faire, puisqu'on se suivait tout le long, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant et astucieux quand un joueur a fait toutes ses actions principales, il passe, mais il peut continuer à jouer une fois que c'est son tour seulement, il va passer sur un nouveau type d'action. Voilà. Donc il y a une espèce de course à la majorité, hein, sur les minarets. Il y a également ce placement sur les tentes de majorité également et de points de victoire. Enfin voilà, c'est un jeu qui est très complet, qui est assez... il va vous demander du temps, hein, au niveau de règles de jeu et de parties, mais moi j'ai passé un très très bon moment dans ce jeu-là, et chaque partie, je pense que va être complètement différente en fonction des cartes que tu as, des tuiles objets également que tu as, du tirage de dés forcément. La mise en place, il y a une carte que tu vas recevoir au départ, qui parmi pas mal de cartes qui vont apporter
une légère asymétrie. Alors attention, on ne parle pas de pouvoir asymétrique, on parle de mise en place de départ. C'est-à-dire que tu vas recevoir un dé bleu de départ et ton adversaire va recevoir un dé jaune, par exemple. Donc c'est pas vraiment asymétrique, mais en tout cas, voilà. Le premier joueur va recevoir tant de pièces avec tant de dés, etc. etc. C'est vraiment une asymétrie sans vraiment être une asymétrie. Ma phrase ne veut rien dire, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe, c'est-à-dire que on va pas tous démarrer de la même façon. Mais c'est très équilibré. C'est juste les couleurs de dés qui vont changer et les objets qui vont changer. Voilà donc Inventeur du Tigre du Sud. Ça faisait un petit moment qu'il fallait qu'on y joue. Et bien ça y est, on a joué, on n'est pas du tout déçu. Moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, de plus en plus ces jeux de chez Pixie, de S.J. McDonald, que je ne me trompe pas sur les auteurs. S.J. McDonald et Shem Phillips, voilà. Ce sont des auteurs que je me rends compte que j'aime bien. Shem Phillips, sans S.J. McDonald, c'est un auteur que j'aime bien. Notamment, je pense, voyez, les architectes, les charpentiers, voilà. Donc ça, on en a parlé. Esdras et Néhémie, voilà, que je trouve vraiment très très bon aussi. Legacy of You, qui est un jeu solo, je ne l'ai pas testé. Pillard de City. C'est aussi un jeu que j'ai beaucoup aimé de Shem Phillips. Je ne le vois plus. Voilà, c'était Voyageur du Tigre du Sud, le premier. Il y a eu donc Voyageur, Érudit et Inventeur maintenant. Voilà. Alors je confonds alors, c'est pas Shem Phillips. Hop, je reviens un petit peu en arrière. C'est S.J. McDonald. Donc en duo avec... Voilà, c'est ça, First Light. S.J. McDonald, voilà, l'auteur de Esdras et Néhémie, encore lui, mais First Light, voilà, aussi, que je trouve les illustrations magnifiques, moi j'adore. Esdras et Néhémie, qui est vraiment également un très très bon jeu, j'ai adoré ce jeu-là. C'est très très complet, mais... L'avantage, c'est que une fois qu'on a compris un petit peu leur style de jeu, leur mécanique et qu'est-ce que les auteurs veulent nous faire, eh bien ça reste plus ou moins toujours dans la même idée, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dépaysé. Et donc dans Inventeur du Tigre du Sud, eh bien on n'est pas vraiment dépaysé, ça reste dans la même iconographie et les mêmes illustrations que Mihailo Dimitrescu, donc on n'est pas dépaysé. Moi perso, c'est fait partie de mes illustrateurs favoris, The Miko. Je le trouve, j'adore son travail d'illustration et c'est très marrant quand on sait que Mihailo Dimitrescu fait des illustrations du style Inventeur et toute cette gamme de jeux. Et dans son pays d'origine qui est, je pense, il est macédonien, mais on dit plus ça maintenant, je sais plus comment on dit. On dit, il fait des illustrations pour des dessins animés pour enfants. Et ouais, j'ai trouvé ça très rigolo, donc c'est vraiment pas du tout, même si on pourrait reconnaître, si on le sait que c'est lui, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est des illustrations pour enfants, en tout cas pour dessins animés pour enfants. Je trouve ça très rigolo comme petite anecdote à vous raconter, et qui va clôturer Inventeur du Tigre du Sud. Alors c'est pareil, si vous avez déjà joué à un jeu de la trilogie des inventeurs, du Tigre du Sud, ou des précédentes trilogies, n'hésitez pas à le marquer. Voilà. C'est exactement ça, il y a un fil rouge pour les iconos. C'est toi, Anto, des jeux des livres, qui nous dit ça. Voilà. Il y a de quoi se tromper sur les titres, ouais. Alors comme j'ai dit, voilà, il y a Voyageur, Érudit et Inventeur du Tigre du Sud. Et il y a des extensions, je crois que les extensions sont en financement participatif. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est déjà fini? Je sais plus, mais il y a toujours des extensions, comme dans toutes les autres trilogies, dans les architectes et la mer du Nord et les royaumes de l'Ouest. Voilà pour ce débrief ludique. On a fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié du coup, parce que j'ai failli passer à côté de Spectacular, qui est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Mais ouais, cette trilogie est top. C'est vrai que on n'est pourtant pas des gros joueurs de jeux de ce type-là, et de plus en plus, je me rends compte que on a pris une petite habitude, un fil rouge avec l'iconographie. Effectivement, en fait, on sait en fait
même si c'est un nouveau jeu, en fait, on a rapidement su, ben oui, je sais que ça, c'est tel type d'action, ou je sais que ça, c'est piocher une carte, par exemple, une iconographie de piocher une carte, et bien dans ce type de jeu, elle va toujours être la même. Donc ça, tu vois, déjà, c'est un acquis, et dans ta compréhension des règles du jeu, c'est un avantage, c'est que tu prends pas du temps pour apprendre l'iconographie de piocher une carte. C'est un exemple, mais ça marche avec tout le reste. Donc déjà, ça, c'est plutôt un avantage. Voilà pour ce petit débrief ludique. Pour faire un retour très rapidement, donc on vient de parler de Inventeur du Tigre du Sud, on a parlé de Spectacular, on a parlé de Genpei, on a parlé de Comet, Maki Master, Pesca Cartat, Filet aux fiches, on a parlé de Lost Cities, le Roll and Write, et on a parlé de 5 mm à vue de nez. Samedi prochain, eh bien, il n'y aura pas de Twitch pour les sorties de la semaine, puisque, tout simplement, je serai à Cannes. On part demain, on revient lundi. Donc, lundi prochain, vous aurez un débrief ludique spécial Cannes, probablement en 2 émissions, parce qu'en une seule, ça va durer des heures, c'est pas possible. Pour faire un petit tour très très rapidement sur les prochaines sorties, il y a l'extension de la Familia pour jouer à 2 à 3 joueurs. Rapidement, on va avoir, alors je n'ai pas du tout regardé, je sais pas du tout. Comet qu'on vient de parler, eh bien ça sort vendredi prochain, le 28, une nouvelle édition de Fiesta de los Muertos. Rezafa qui devrait arriver, le prochain jeu chez Intrafin de Vladimir Sushi. Un petit jeu chez Helvétique, Takoloco, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà pour le 28. Maintenant, il y a le Senseiya Hades, la 3e extension pour Senseiya. Ça, j'ai hâte d'y jouer. J'ai hâte de la voir, surtout parce que j'y joue pas forcément. Je n'ai pas joué aux 2 précédentes extensions. Mais Senseiya, le jeu de deck building sur les Chevaliers de Zodiac, j'adore. Il a déjà le petit wishlist, le petit cœur du wishlist. Voilà pour les sorties de la semaine prochaine. J'en parlerai très rapidement peut-être lors d'un prochain live ou sur Instagram. Voilà. Hop. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire dans la vidéo YouTube, à mettre un petit like et à follow la chaîne, également à venir sur Twitch, pareil pour discuter en direct sur Twitch. Tous les lundis 20h pour les débriefs ludiques, le samedi matin 11h pour les sorties jeux de société. Je rappelle, ce samedi il n'y aura pas de live, puisque je serai à Cannes avec les copains en rendez-vous avec les éditeurs pour vous proposer dès lundi prochain un prochain débrief ludique où on va parler donc de Cannes, de tous les jeux qu'on a vus, qu'on a joués, qui vont arriver, et donc on reparlera de tout ça. Merci beaucoup, je vous retrouve tout au long de la semaine quand même sur Instagram pour les stories, où vous allez vivre un petit peu en direct le Festival international des jeux de Cannes. Je pense que je vais quand même essayer de faire un petit live Instagram, mais de peut-être 30 minutes, un ou plusieurs soirs, à la location où on sera tous ensemble. Ça sera rigolo. J'avais dit ça l'année dernière, on ne l'a pas fait. Peut-être qu'on le fera cette année, je ne sais pas. Restez connectés sur Instagram. Je suis le Meeple Vert. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine. Si vous n'êtes pas en vacances, bon courage, et on se retrouve lundi prochain sur Twitch et sur YouTube pour le prochain débrief ludique spécial Fige 2025. Amusez-vous bien. Ciao, ciao, salut.